Bon, bonjour à tout le monde. Alors, le titre, c'est simplement convertir de la lumière invisible, enfin, du faisceau invisible en visible. C'est la spécialité de Saint-Accord. Donc, en introduction, c'est un produit, enfin, c'est un design spécifique. Les questions qu'on essayait de répondre, c'était comment les ingénieurs réseau peuvent s'assurer que les lasers infrarouges de puissance, évidemment, on ne voit pas. Est-ce qu'on peut être sûr qu'ils soient bien éteints pour des raisons de sécurité? Donc là, c'est ce qu'on va essayer de résumer, de comment on est arrivé à ce développement pour un nouveau système, enfin un nouveau dispositif qui est un détecteur de sécurité laser pour avoir un contrôle de sécurité supplémentaire pour être absolument sûr qu'il n'y ait plus de faisceaux ou qu'il n'y ait plus de laser en route. Principalement suite à des incidents dans des opérations de brassage de cordon ou de maintenance ou de nettoyage des connecteurs optiques. Dans les centres de données, évidemment, vous savez tous qu'il y a au niveau des lasers dans les connexions fibre optique. Donc, il y a des dangers qui ont été identifiés depuis un certain temps. Le principal danger est sur les lasers en haute puissance. C'est un danger pour les personnes intervenantes, mais aussi pour les armoires réseau, pour tout l'équipement autour. Il y a évidemment du très haut débit, de la communication, donc en 1550 nanomètres. Et donc, il y a, à cause de cette fréquence, il y a des gros risques de blessures ou de dégâts. Alors, il y a des systèmes en place pour les opérateurs qui vérifient si les lasers sont en place ou pas, mais ils ne sont pas infaillibles et donc on travaille là-dessus. Ces longueurs d'onde sont invisibles à l'œil humain, donc la détection est difficile. Et malgré les procédures strictes, le risque demeure d'exposition à un rayonnement de laser haute puissance pendant la maintenance, pendant le brassage, et aussi en dehors des personnes. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour les armoires réseau, ça peut faire de gros dégâts. Donc les moyens de sûreté existants sont bien sûr les procédures de contrôle de sécurité, les détecteurs de laser électronique, et puis les cartes de détection infrarouge typiques que vous trouvez partout, on va dire, même certains dans des distributeurs. Bon, après, il y a toujours des failles surtout en haute puissance. Donc, les procédures opérationnelles standards, c'est une évaluation des risques et des protocoles de formation pour les activités humaines sécurisées. Maintenant, il faut que l'information soit toujours mise à jour et que les protocoles soient bien respectés. Et il faut aussi insister sur la nécessité d'environnement d'exploitation sûr avec la fourniture d'outils adaptés. Alors, il y en a, comme on a dit avant, les détecteurs laser électroniques, la plupart des intervenants en ont, et les cartes de détection laser en ont, mais on pense, suite à certains événements, qu'il fallait un autre système moins faillible. Donc, pour améliorer une procédure opérationnelle, on pense qu'il faut ajouter une étape de détection pour être sûr qu'il y a une désactivation du laser au moment du retrait de la fibre des certains boîtiers qu'on a vus dans la présentation d'avant. Donc ça permet surtout d'avoir une confirmation de la présence du laser haute puissance, une confirmation positive ou une confirmation négative, et d'être sûr. Donc, qu'il n'y ait pas d'autres éléments par rapport à une bande qui ne serait pas adaptée ou par rapport à
un matériel qui répondrait pas ou qui détecterait une autre bande. C'est là-dessus qu'on a travaillé. Donc, dans les éléments de détection, la plupart, c'est le détecteur de laser électronique. Je pense que tous les ingénieurs réseau en ont pour la maintenance. Ils sont disponibles très largement et ils fonctionnent en courbant la fibre optique pour surveiller tous les rayonnements émis. L'inconvénient, c'est que c'est des appareils électroniques, donc évidemment, ils ont une sensibilité aux conditions environnementales. C'est pas non plus donné, et c'est pas l'idéal non plus pour le transport, puisqu'il faut une connexion, en termes d'énergie. Et puis, il faut savoir l'utiliser, puisque ça va couvrir une bande très large, ou toutes les bandes en fait. Donc, il faut vraiment une éducation élevée pour l'utiliser d'une manière appropriée. L'autre inconvénient aussi, c'est que ça fonctionne principalement sur des petits faisceaux de fibres. Donc là, c'est encore, ça limite la détection. Et comme je disais, il détecte sur toutes les bandes, donc ça va détecter la faible puissance, la haute puissance, qui peut entraîner des faux positifs ou des faux négatifs. Alors ça, c'est les cartes de détection laser en infrarouge. Je pense que tout le monde les connaît. Ça, c'est pratique, c'est disponible, c'est facile à transporter, c'est utilisable en extérieur. Il n'y a pas besoin de piles ou de connexion secteur. Et donc, vous pouvez l'utiliser aussi sur des grands faisceaux. Bon, par contre, il n'y a pas de différenciation au niveau du spectre lumineux. Donc, une nouvelle fois, ça va détecter en petite puissance et en haute puissance. Et après, la plupart de ces cartes, enfin toutes ces cartes, en fait, sont basées sur une structure en plastique qui n'est pas vraiment adaptée pour les lasers haute puissance. Et donc, la durée de vie des cartes est aussi limitée. Donc, les exigences au niveau des outils de sécurité, il faut tout d'abord une résistance au rayonnement laser et aux variations de température pour qu'on ait un résultat fiable. Il faut des matériaux plastiques qui soient appropriés par la puissance du laser pour que ça puisse une durabilité, qu'il n'y ait pas de réflexion. Et donc, dans les matériaux plus adaptés, le verre et la céramique sont évidemment plus durables. Donc ça, c'est les contraintes au niveau de la construction des matériaux pour ce qu'on a développé, pour essayer d'être très concentré sur la bande et d'avoir une durabilité qui fonctionne. Après, principal danger pour l'humain, c'est l'œil, évidemment, puisqu'on ne voit pas le faisceau. Donc, les réflexions directes ou indirectes devaient être, on va dire, contrôlées sur le système. Et donc, il n'y ait pas de réflexion sur la zone de contrôle, sur la zone non opérationnelle, mais aussi évidemment sur la zone opérationnelle. Et donc, la réflexion doit réduire considérablement la puissance du laser par absorption ou diffusion. Donc ça, c'était nos contraintes ou demandes par rapport à la situation. Ouais. Je ne sais plus sur quel... Okay. Excusez-moi, j'ai un peu perdu mes pages.
voilà. Pardon. Donc, on continue sur les exigences par rapport aux outils de sécurité. Les conditions de fonctionnement sont très variées, puisqu'évidemment, les centres de données sont installés partout. Donc, il y a des grandes variations au niveau des températures opérationnelles, qu'elles soient intérieures ou extérieures. En intérieur, on voit que ça monte jusqu'à 70 degrés à l'arrière des armoires. Il y a des grandes variances de température en entrée et en sortie. Donc, les systèmes doivent fonctionner aussi de manière fiable pour la température, mais aussi pour l'humidité, et doivent être facilement nettoyés pour avoir une bonne visibilité au niveau des lasers et de la réponse surtout. Donc après, pour les matériaux de fabrication, on a certaines considérations comme minimiser l'impact environnemental et la durée de vie du produit. Comme je disais, sur la résistance aux variations de température entre le stockage et l'utilisation, évidemment, surtout si c'est stocké sur place et non pas avec les ingénieurs. Et sur les conditions environnementales spécifiques au centre de données, puisqu'en intérieur, on est normalement à 22 degrés, mais comme je disais, sur l'arrière des équipements, on peut monter jusqu'à 70 degrés. Et sur les chambres fortes extérieures, on va descendre jusqu'à moins 14. Il y avait aussi besoin d'une résistance à la condensation. Encore une fois, c'est pour la fiabilité de la réponse de la fenêtre active. Donc, pour continuer là-dessus, il y avait des contraintes aussi par rapport à la puissance laser. La puissance varie en fonction des canaux, de la modulation, de l'amplification. 4 valeurs de puissance maximum calculées. Donc, la pop Raman, la diode laser au silicium à 30 dBm, 1 watt. Puissance combinée de 100 canaux de DMETA pilotés par diode laser. Puissance combinée des mêmes canaux amplifiés. Donc ça, c'est pareil. Amplificateur optique à semi-conducteur amplifiant les canaux. Donc, il y avait vraiment les 4 valeurs qui étaient importantes pour nous. Dans la densité de puissance, donc la puissance maximale calculée à une distance minimale de 2 cm de la fibre au détecteur. Donc là, on n'a pas besoin non plus, c'est juste quand on les branche. Et donc, l'outil, nous, il fallait qu'on soit résistant à la puissance maximale. Donc, il fallait qu'on travaille sur les lasers en bande C et jusqu'en bande L, au-dessus de 1530 nanomètres. Et on ne devait pas émettre sur les lasers de bande OE ou S. Donc ça, c'était par rapport à la différence sur ou bien les cartes de détection laser ou bien les détecteurs électroniques qui vont détecter toutes les bandes. Le développement de notre baguette était basé sur des fréquences spécifiques. Donc aussi, il y avait ce qu'on disait plus tôt, c'est que sur la zone de détection, on devait être capable aussi de couvrir des faisceaux de grande taille. Et la surface de détection doit être légèrement supérieure au diamètre actuel des câbles, évidemment. On avait aussi des contraintes de portabilité, je ne sais pas si c'est très français, portabilité, mais donc, si vous voulez, que ça soit facile, que ça soit accessible par les ingénieurs, que ça soit un outil permanent qui puisse être disponible à portée de main dès qu'il y a un câble de fibre optique de débrancher sur la haute puissance. Et en termes de coût, que ça soit un coût raisonnable pour que ça puisse avoir une utilisation généralisée.
et encore une bonne accessibilité, donc que ça soit un outil qui fasse partie des éléments essentiels pour la maintenance et les ingénieurs. Donc, ce détecteur portatif que nous allons développer, comme vous voyez, c'est une simple baguette. Donc, c'est spécifiquement en design pour du 1400 1600 nanomètres, donc sur la haute puissance. En termes de concept, c'est un boîtier en plastique en mat pour qu'il n'y ait pas de réflexion sur le boîtier en lui-même. Sur la partie de détection, on a du verre, encore une fois, qui permet d'avoir une durée de vie très importante, avec la conception en acrylique pour que ça soit aussi résistant. Il y avait certains éléments de transport par rapport aux autres outils, donc c'est un produit qui est très durable. Et la partie vert, ça permet d'avoir un nettoyage assez facile. Donc sur la zone de détection, ça va fonctionner sur des faisceaux de fibres jusqu'à 34 mm, donc en grande taille. Et comme c'est limité en bande, ça permet d'éviter un signal sur des lasers de faible puissance. Ça va uniquement fonctionner sur les 1460 à 1600 nanomètres. Donc, c'est le principal chose, c'est évidemment pour la protection humaine et oculaire. Donc, c'est être sûr qu'il n'y ait aucun reflet. Donc, toutes les parties de la baguette sont traitées avec des matériaux qui ne se reflètent pas. Et comme une fois, ça va simplement répondre aux ondes supérieures à 1400 nanomètres, donc les bandes C, L et U. Et donc, après, ça peut être porté en bandoulière. Donc, c'est tout de suite disponible, quelles que soient les opérations, pour être sûr qu'il n'y ait pas que le laser soit bien éteint. Donc, pour résumer, en fait, ce développement était lié à plusieurs incidents sur des centres de données où il y a eu ou bien des réflexions ou bien sur de la haute puissance qui a été débranchée et pour les systèmes de sécurité actuels ne répondaient pas ou ont donné des faux négatifs. Il y a eu des dommages personnels et des dommages sur de l'équipement. Donc, cette baguette permet d'avoir un dernier check, une dernière vérification que c'est bien éteint, spécifiquement pour les lasers, on va dire, susceptibles haute puissance et susceptibles de faire des dégâts. Elle vient avec une pochette et ça se porte autour du cou, donc c'est disponible rapidement. Voilà, je pense que c'était la majeure partie de la présentation.